L'équipe Admicale à son complet est ravie de vous accueillir pour ce webinaire de lancement de l'Open Lab, qui est un format que nous lançons de réflexion et d'exploration sur les grandes tendances du mécénat d'entreprise. Donc, on est ravis que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Le thème de ce webinaire, c'est le thème de l'Open Lab de cette année. RSE et mécénat, la grande confusion, point d'interrogation. Et la table ronde et nos échanges aujourd'hui seront consacrés plus précisément à une question: des synergies vertueuses, pour quels risques? Les raisons pour lesquelles on s'est orienté vers cette thématique, vous les connaissez, vous êtes toutes et tous des acteurs du monde du mécénat, qu'il s'agisse du côté de l'entreprise mécène ou du côté des porteurs de projets. Une tendance lourde depuis plusieurs années s'installe dans les pratiques. Elle est confortée d'ailleurs par les résultats du dernier baromètre du mécénat d'entreprise 2022 qui a été publié il y a 3 mois de cela, où de plus en plus les entreprises, quelle que soit leur taille, ont une volonté d'aligner ou en tout cas d'articuler leur stratégie ou leur démarche de responsabilité sociétale des entreprises avec leurs actions de mécénat, ce qui n'est pas sans poser des questions. Et c'est tout l'enjeu de ce format de réflexion que nous lançons. Et nous remercions nos panélistes qui sont à nos côtés pour ce séminaire et ce webinaire de lancement des travaux. Il s'agit aujourd'hui l'objectif, c'est de poser le cadre des enjeux, d'indiquer pourquoi cette question et de rentrer un petit peu plus dans le détail de la raison pour laquelle nous lançons ces travaux. Et nous avons un certain nombre d'acteurs que je vais laisser le soin à Fatima Ahamada, notre directrice développement, de présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci Yann, bonjour à toutes et tous, et vous êtes nombreux, je vois qu'on est déjà 214 connectés, donc c'est formidable. Alors on va vous proposer un webinaire en 2 temps. Dans un premier temps, il s'agira de recontextualiser le sujet, de rappeler les principes et les évolutions de la connexion entre le mécénat et la RSE. Et ensuite, on passera à une table ronde où nos intervenants nous éclaireront sur les synergies vertueuses, mais pour quels risques, entre le mécénat et la RSE. Et bien évidemment, il y aura des temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos témoignages via le module discussion chat que vous retrouvez en bas de votre écran. Et peut-être avant de démarrer, on va vous présenter les 5 intervenants de qualité que l'on remercie et qui vont nous apporter leur expertise et leur témoignage du sujet. Donc, on a Géraldine Goffo aujourd'hui, qui est professeure de droit privé à l'Université d'Orléans, Frédéric Terré, directeur du développement à la Fondation de France, Mathieu Bardon, qui est directeur de l'engagement citoyen du groupe ADP, Frédéric Lelouch, directrice nationale du Comité 21, et enfin Raphaël Accard, directrice du développement du Palais de Tokyo. Encore merci pour votre présence aujourd'hui et pour les éclairages que vous allez pouvoir nous apporter. Je te repasse la parole, Yann. Merci Fatima. Et sans plus tarder, alors je propose que la première séquence de ce webinaire, notre intention avec à nos côtés Géraldine Goffo et Frédéric Terré, c'est un petit peu de poser le cadre, avec notamment l'éclairage de Géraldine Goffo, à qui je vais donner la parole à l'instant. Le cadre juridique qui entoure autant les sujets de responsabilité sociétale des entreprises que le sujet du mécénat d'entreprise. Il est très important de l'avoir en perspective. Et Géraldine Goffo, je souhaiterais que vous nous dressiez un petit peu les contours de ce cadre, puisque nous sommes sur deux environnements juridiques qui s'articulent de plus en plus, non sans risque. Et l'intérêt pour nous de vous avoir à nos côtés, justement, c'est que vous puissiez nous dresser un petit peu les contours, les frontières, les fondamentaux. Je vais vous céder la parole à l'instant, mais il est vrai que parmi les choses et les mots-clés que l'on associe au mécénat, il y a celui du désintéressement et celui de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est que c'est très intéressant et intéressé. Et il est très important que vous nous donniez un petit peu cet éclairage sur cet environnement juridique pour avoir d'emblée les fondamentaux, que vous puissiez nous les mettre en perspective.
Merci d'avance et Géraldine, je vous cède la parole et bienvenue. Merci beaucoup Yann pour cette invitation. Merci à l'Amicale aussi. Je suis ravie de parler de ce sujet qui m'intéresse au plus haut point, notamment dans mes travaux, mais aussi dans mes tâches d'enseignement, puisque je co-dirige un master de droit du patrimoine culturel à Paris-Saclay et que ces questions, je les travaille depuis déjà presque 15 ans. Et donc, je suis ravie de pouvoir partager avec vous. Je suis aussi consciente que parler du droit pour juste commencer une intervention à l'heure de la digestion n'est pas forcément toujours très, très facile, mais je vais essayer de relever le défi et de vous dire quels sont justement les jalons que le droit a pu poser sur ce sujet un peu particulier, qui est en tout cas innovant et on va le voir. Alors, pour ce qui est de cette évolution peut-être historique et juridique, ce que je voudrais vous montrer dans cette petite intervention, c'est de vous montrer comment on est passé finalement de la danseuse du président, je me mets dans une option un peu 19e siècle, à aujourd'hui une véritable réflexion de responsabilité sociale des entreprises quand on parle de philanthropie et de mécénat d'entreprise. Alors, je ne vais pas remonter au 19e siècle pour ce qui est du droit, on pourrait le faire, ce serait intéressant, mais le temps est limité. Je voudrais d'abord passer par des définitions, peut-être pour replacer le cadre justement juridique. Les juristes adorent les définitions. Pour ce qui est de la responsabilité sociale des entreprises, on est sur une définition que j'aime bien, qui a été donnée par la Commission européenne en 2002, qui a défini la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes. Et donc, parties prenantes, les salariés, les consommateurs, les voisins, la communauté, selon les perspectives que l'on veut prendre. Alors, ce qui est intéressant dans ce terme de responsabilité, ici, c'est qu'il n'est pas entendu dans un sens juridique a priori. D'ailleurs, quand on s'intéresse à ce mot, c'est la traduction de responsibility et non pas de liability, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une responsabilité au sens commun du terme et non pas au sens juridique du terme. En tout cas, dans un premier temps, parce que finalement, rapidement, en droit français, la soft law ne reste pas très longtemps soft et elle passe assez rapidement en hard law. Et sur ce terrain-là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que depuis une vingtaine d'années, cet outil s'est développé dans des textes qui sont aujourd'hui des textes, alors certes des textes non sanctionnés a priori juridiquement, au sens national ou international, des chartes éthiques, des grands principes qui ont été émis par les organismes internationaux, mais aussi, mais finalement, en fait, ces outils non juridiques au départ sont saisis par le droit, par des outils en fait très classiques que vous connaissez, le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, également le droit pénal, puisqu'on peut aussi finalement sanctionner des engagements. Je vous disais des engagements volontaires, mais un engagement volontaire, c'est un engagement et il peut être saisi par le droit. Et c'est ce que tentent de faire bon nombre d'ONG, mais pas seulement. Il y a à partir du moment où on vous certifie que vous avez de bonnes pratiques, eh bien, il faut le respecter. C'est un petit peu le respect de la parole donnée, ce qui est assez logique. Et donc, cet outil RSE qui n'était pas du droit au départ, eh bien, vise à le devenir de plus en plus. Alors, je ne développe pas, il y a plein d'outils spécifiques qui ont permis de le faire. Ça nécessiterait une autre discussion. S'agissant du mécénat, cette fois, il n'y a pas de définition légale au sens strict du terme du mécénat, c'est-à-dire que dans les différentes lois relatives au mécénat, que ce soit la loi de 1987 ou la loi Yagon dont je vous reparlerai de 2003, il n'y a pas de définition de ce qu'est le mécénat, alors que pourtant le mécénat fait partie du titre même de ces lois. Et donc il faut repartir dans un arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, qui définit le mécénat comme un soutien matériel apporté sans contrepartie directe,
c'est pas sans contrepartie, mais c'est sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Et l'intérêt général, évidemment, est quelque chose d'important. Alors, je voudrais évoquer cette définition du mécénat en regard de la définition de ce qu'est le parrainage en bon français, c'est-à-dire le sponsoring, où là, on a un soutien matériel qui est apporté à une manifestation, à une personne ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Et ce que l'on voit là, c'est que finalement, c'est direct ou indirect pour ce qui est de l'avantage retenu et non pas avantage ou pas avantage. Donc, on reviendra sur ces questions-là à travers l'appréhension juridique et fiscale. Donc, on a bien RSE mécénat, deux outils qui sont bien différents, mais on sent déjà une synergie possible, évidemment, entre ces deux outils. Alors, ce qui m'amène à évoquer les grandes étapes juridiques en droit des sociétés et en droit du mécénat. Alors, moi, je verrais une des grandes étapes pour moi, c'est la loi du 4 janvier 1978. Alors, il n'était pas question de RSE à l'époque, mais c'est une première étape où on a reconnu que l'objet légal des sociétés pouvait être autre chose finalement que de faire des bénéfices. C'est-à-dire que, alors c'est un premier pas, on disait qu'on pouvait aussi faire des économies, mais simplement le bénéfice n'est plus le seul point d'entrée pour la constitution des sociétés, donc on peut envisager autre chose. Donc, pour moi, c'est une première étape. Une autre étape évidemment très importante, ce sont les deux grandes lois mécénat dont je vous ai parlé, 1987 et évidemment 2003, peut-être plus spécialement la loi de 2003, puisque la loi Aillagon du 1er août 2003 relative au mécénat aux associations et aux fondations a fait du mécénat des entreprises l'un des 4 grands axes privilégiés de cette loi, avec un doublement de l'encouragement fiscal, ce qui a évidemment fait grand bruit et ce qui a amené véritablement un développement du mécénat. Alors sur ce point, évidemment, il y a un petit bémol qui est relativement récent, puisque le rapport de la Cour des comptes en 2018, qui s'intitulait « Le soutien public au mécénat d'entreprise », alors on pourrait revenir sur le titre déjà de ce rapport, a pointé certaines dérives du mécénat, de certaines grandes entreprises qui utilisaient finalement le mécénat plus à des fins de communication qu'à véritablement des fins de philanthropie. Et c'est là, je pense, effectivement, un des nœuds du problème. Yann Keinec en parlait tout à l'heure, cette question du désintéressement. Est-ce qu'à partir du moment où vous en faites un outil purement communicationnel, est-ce que c'est encore du désintéressement? Mais ce rapport de la Cour des comptes a surtout eu des conséquences assez douloureuses pour certains porteurs de projets, certaines fondations. C'est tout simplement que le montant de la réduction fiscale a été lourdement réduit. Alors, pour reposer ce cadre fiscal très clairement sur les réductions d'impôts, pour les entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60% du don effectué en numéraire, en compétences ou en nature jusqu'à 2 millions d'euros de dons annuels et à 40% du montant du don effectué au-delà de ces 2 millions d'euros de dons annuels, avec un plafond de dons qui est fixé à 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe ou 20 000 euros si on est en deçà de ces 5%. Donc, première chose d'un point de vue fiscal, c'est cette réduction d'impôt qui évidemment est importante. Alors, cette réduction d'impôt, elle se combine avec la question des contreparties, puisqu'on a parlé de désintéressement. Certes, au départ, la philanthropie se veut désintéressée, mais finalement, on voit qu'il ne faut pas de contrepartie directe, donc il peut y avoir des contreparties indirectes. La question longtemps, ça a été de savoir dans quelle proportion, et sur ce point, on a une instruction fiscale qui fixe le montant des contreparties pour les entreprises. Alors, pour les personnes physiques, c'est 65 euros ou 73 euros, je ne sais plus exactement quel est le montant, mais voilà, 25% pour les entreprises du don, ce qui est quand même une part assez importante de contrepartie. Mais sur ces 25%, il faut faire très attention. Ces 25% sont issus d'une instruction fiscale et non pas d'une loi. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'administration fiscale peut modifier cette contrepartie et ça n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de discussion à l'Assemblée nationale. Et je sais que parfois, il y a des opérations de lobbying qui sont opérées par certains acteurs du mécénat. Et dans ce cadre-là, ça va être beaucoup plus difficile puisqu'il n'y aura plus accès aux parlementaires pour éventuellement leur expliquer en quoi ces 25% sont essentiels.
Autre outil juridique aussi qui me semble intéressant de mentionner, c'est le reporting extra-financier. Qui, à mon sens, est un moment important puisque, alors on connaît ce reporting extra-financier en France déjà depuis 2001 dans la fameuse loi sur les nouvelles régulations économiques. Il y avait une obligation de reporting en matière sociale et environnementale qui a été peaufinée avec la loi Grenelle 2 de 2010 et puis la récupération par l'Union européenne et puis toutes les modifications qui ont eu lieu depuis jusqu'à la loi Pacte d'ailleurs de 2019 dont je vous parlerai et qui là aussi a montré des choses importantes. Alors, à partir de ces différents textes, les sociétés, les grandes sociétés doivent, dans leur rapport de gestion, indiquer toute une série d'informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que les engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Et donc, on a cet outil qui a été extrêmement important et qui a transformé véritablement les rapports de gestion des grandes entreprises. Alors, plus précisément, l'obligation de ce reporting a entraîné donc, une publication donc, dans le rapport annuel de gestion d'une rubrique RSE. Et j'encourage régulièrement mes étudiants à aller voir justement ces rapports et voir comment ces rubriques RSE sont pensées. Alors souvent avec des photos de dauphins ou de petites abeilles qui butinent, mais au-delà des photographies, il y a quand même un certain nombre de choses. Et ce qu'on a pu noter très, très rapidement, c'est que les opérations de mécénat se sont retrouvées dans ces rubriques RSE sans que l'on sache vraiment, et ça peut-être que c'est une expérience que vous pourrez partager avec nous, sans savoir véritablement si cette référence au mécénat était le fruit d'une véritable politique de mécénat ou s'il s'agissait un petit peu de remplir les cases, parce qu'il faut bien mettre des choses dans cette partie RSE des rapports de gestion. Et donc, à mon sens, ce point-là déjà mérite d'être discuté et puis en tout cas d'encourager à une véritable politique de mécénat. Alors, dernier point dont je voudrais vous parler, qui est peut-être la dernière étape à ce jour sur ce sujet de RSE et mécénat, c'est la fameuse loi Pacte dont on a beaucoup parlé, et notamment ce que cette loi a modifié l'article 1833 du Code civil qui précisait jusque-là que l'objet devait être licite. Cet objet a été complété par un alinéa 2 qui, là, nous dit comment doit être envisagé l'intérêt général. Alors, ce n'est pas une définition à proprement parler de l'intérêt général, mais on nous précise que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire parfois, pour moi, on n'a pas de définition et il n'y a pas d'obligation tout simplement de respecter ces enjeux environnementaux et sociaux. C'est peut-être une autre appréhension parce que le premier membre de phrase est quand même la société est gérée dans son intérêt social. Et donc, ce qui va primer d'abord, c'est cet intérêt social. Alors, si on essaie de trouver une définition dans la jurisprudence, jusqu'ici, la jurisprudence a été toujours très claire, quelles étaient les propositions doctrinales. L'intérêt social, c'est l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a vocation à durer et à se développer. Et pour moi, le fait qu'il y ait une virgule entre intérêt social et prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux fait que, certes, il faut le prendre en compte, mais si le juge est confronté à ces questions, il va quand même faire prévaloir la survie de la société sur la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Ça, c'est une opinion que j'essaye de défendre. On est là donc dans cette idée qu'il va falloir en tout cas désormais prendre ces éléments en considération, peu importe le niveau, hein, la prise en considération doit se faire, ça c'est certain, et ça veut dire qu'on ne va pas uniquement prendre en considération les droits des associés ou les intérêts des associés. Alors, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que au-delà de l'article 1833 dans le Code civil, il y a aussi cette considération qui est prise en compte dans le Code de commerce au titre des missions des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes. Ce qui me semble être un point assez intéressant sur la façon dont il va falloir discuter
désormais de la conformité à l'intérêt social. Mais j'ai un petit regret, malgré tout, c'est que seules sont visées les sociétés anonymes, qui certes sont très importantes d'un point de vue économique, mais qui ne représentent que à peu près 3% des sociétés françaises. On sait que les SAS, les sociétés par action simplifiée, se développent énormément et il aurait été intéressant que ce soit pris en compte aussi dans le cadre de ces SAS qui sont un peu plus nombreuses maintenant que les sociétés anonymes et qui drainent là aussi beaucoup de capitaux. Voilà pour ces quelques éléments de présentation assez généraux qui méritent, je pense, tous d'être discutés, d'être nourris, en tout cas par les discussions qu'on pourra avoir. Et j'espère que vous aurez des questions sur ces éléments-là. Et j'espère, je vous avoue aussi, en apprendre beaucoup sur la pratique et sur votre façon d'envisager ces questions. Merci. Merci Géraldine de ces éclairages. J'ajouterais, si vous me le permettez, peut-être la mention de la définition de la RSE adoptée par l'Union européenne en 2011, qui a fait disparaître le mot volontaire pour se réduire, si je puis dire, en une phrase qui définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. C'est très générique. Il n'y a plus le mot volontaire. Et puis rajouter la dimension liée à la loi Pacte qui, au-delà de l'obligation de prise en considération, évidemment, ouvre aussi en option la possibilité pour les entreprises d'adopter une raison d'être, ainsi que le statut de société à mission, qui là, pour le coup aussi, sont des vecteurs d'articulation avec les enjeux d'intérêt général et qui nous rapprochent du mécénat. Donc l'environnement juridique, je me permettais juste, Géraldine, de repréciser aussi ces points-là parce qu'ils sont à considérer, je pense, dans l'équation, histoire de les rappeler, même si je pense que notre audience avait conscience aussi de ces textes. Le moment est venu pour Frédéric, que je remercie encore une fois de nous avoir rejoints, de nous apporter aussi la vision de cette évolution, de ces tendances-là, observées sous l'angle de la Fondation de France, qui n'est pas des moindres, sachant qu'en plus, il y a quelques années de cela maintenant, en 2018, la Fondation de France avait produit d'ailleurs aux côtés du Comité 21 et d'Admical une étude précisément sur cet enjeu d'articulation entre RSE et mécénat. Frédéric, nous sommes très preneurs de votre éclairage sur la manière dont vous appréhendez un peu ces tendances et la vision que vous en avez de ces mutations des pratiques aussi à l'œuvre et des enjeux que cela recouvre. Merci Yann. Après les propos experts de Géraldine, je vais vous apporter une vision de praticien puisque nous accompagnons au quotidien la Fondation de France environ 200 entreprises à travers leur fondation abritée que nous créons aujourd'hui sur les 50 à 60 fondations que nous créons par an. Il y en a une trentaine qui sont issues d'entreprises, donc qui sont les réflexions de l'engagement et l'incarnation de l'engagement des entreprises. Donc, nous construisons avec eux leurs projets de générosité et on voit les inflexions depuis cette dernière étude qui date de 2018. Et les paradigmes et les montants et les réalités ont énormément changé dans les 5 dernières années. Mais je dirais qu'on est dans l'histoire de la générosité en France, dans une histoire très récente. On a parlé de la loi Yagon 83. L'entreprise a été balbutiante, puis experte, puis professionnelle en matière de mécénat. Aujourd'hui, la générosité des entreprises est plus importante que la générosité des particuliers. Le point de bascule était il y a 2 ans environ, c'est-à-dire que traditionnellement en France, les individus donnent plus que les entreprises. Aujourd'hui, c'est l'inverse et ça ne se fait que s'accélérer. Donc ça, c'est un premier élément très significatif de l'engagement des entreprises globales. L'engagement, pourquoi? Parce qu'on a une période d'alignement des planètes sur la générosité et l'engagement. Déjà une urgence sociale, une urgence économique, une urgence planétaire, une urgence environnementale. Donc aujourd'hui, toutes les parties prenantes de l'entreprise, le cœur économique, l'encerclent avec une pression positive ou négative sur la nécessité d'un engagement de l'entreprise et lui demande des comptes. Deuxième chose, les dispositifs légaux ont poussé énormément à développer le mécénat dans un premier temps et ensuite ont obligé à la création d'une déclaration de cette responsabilité sociale des entreprises volontaire, aujourd'hui obligatoire, qui a été une contrainte mais qui ne l'est plus aujourd'hui.
aujourd'hui, les entreprises qui ont engagé résolument une stratégie de RSE ont des gains de productivité. Il y a beaucoup d'études qui l'attestent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui s'engage résolument et sincèrement est une entreprise qui avance. Deux tendances très récentes, une opportunité pour les entreprises, des pressions de l'ensemble des parties prenantes et du fait, effectivement, des concepts qui ne sont pas encore totalement posés, puisque le mécénat reste jeune, même s'il a déjà plus de 50 ans. 50 ans, on est très jeune. La RSE est encore plus jeune. C'est un adolescent ou une adolescente, la RSE. Donc, les concepts restent un petit peu glissants. Je vois trois attitudes des entreprises qui viennent à la fondation. La première, c'est l'entreprise qui a déjà une fondation depuis des années ou qui n'en a pas, et en tout cas qui réfléchit à faire converger l'ensemble de son engagement. On pose une stratégie de mission dans l'entreprise, on essaye d'incarner les valeurs, on essaye de limiter les externalités et on essaye de les déployer au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que RSE et mécénat sont parfaitement complémentaires. Pourquoi? Parce que la RSE, c'est les attentions aux externalités de l'entreprise. Donc, la RSE, c'est l'attention à l'activité endogène de l'entreprise. Le mécénat, lui, est exogène, c'est-à-dire projette l'entreprise dans la société. Donc, ce qui est intéressant dans ces stratégies unifiées, c'est que je me pose une responsabilité sur la gestion des handicaps, des personnes empêchées, de ma trace environnementale. Je résous ces problèmes au sein de mon entreprise et j'essaye d'aller plus loin. J'essaye de mettre en dialogue avec des acteurs de l'environnement, des acteurs associatifs de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et je ne me limite pas uniquement à la trace que laisse mon entreprise, mais j'essaye aussi de confronter mes propres pratiques en finançant l'extérieur, en allant plus loin. L'entreprise, elle n'est pas déconnectée de toute façon de son milieu, hein, donc elle fait partie de la société, elle en bénéficie. C'est une première action, c'est une première stratégie, la convergence, une plateforme d'engagement, une plateforme de valeurs et une stratégie convergente de RSE et de mécénat. La deuxième, qui est aussi assumée par de nombreuses entreprises, c'est la stratégie volontairement différenciée de stratégies parallèles. C'est-à-dire, j'ai une activité qui produit des bénéfices, qui produit de la richesse économique, qui crée de l'emploi, mais qui crée aussi des externalités. Et ces externalités, je dois les limiter parce que, en tant qu'acteur, en tant qu'agent économique, je dois avoir une attitude citoyenne. Donc, les entreprises doivent aujourd'hui être citoyennes, y compris de la planète, et être responsables, et elles font leur propre stratégie de responsabilité. En revanche, elle décide de se projeter ailleurs. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est aussi un corps social, c'est aussi des êtres humains qui doivent être fédérés sur un projet qui les pousse un petit peu plus loin simplement que l'activité de l'entreprise. Et ces entreprises considèrent que quelle est leur stratégie de mécénat sur leurs pratiques, leurs externalités, c'est continuer à se regarder le nombril un petit peu. Donc, ça peut être utile, mais elles préfèrent projeter leur corps social, leurs clients, leurs fournisseurs, l'ensemble de leurs parties prenantes vers une stratégie un petit peu différente. Et un bon exemple à la Fondation de France, pour en citer un, c'est l'entreprise Raja, fabricant d'emballage en carton, donc une société de production industrielle très connue en France, très efficace. Raja a une stratégie de RSE, environnementale très poussée, d'emploi de salariés empêchés. Et en parallèle, Raja, en tant qu'entreprise, a décidé de créer une fondation sur les droits des femmes, la lutte contre les discriminations sur les femmes. Et Raja n'est pas une entreprise particulièrement discriminante, bien au contraire. Donc, c'est la volonté aussi de mettre en dialogue les entreprises et la société avec un phénomène de société différent. Voilà, c'est une deuxième stratégie qui a tout à fait sa valeur et qui est intéressante et qui part vraiment d'objectifs stratégiques de projection de l'entreprise dans son écosystème. La troisième, c'est la stratégie du je mélange tout, du grand mix, et je ne dissocie pas tellement les choses, et parfois je pense faire l'un en faisant l'autre. C'est Monsieur Jourdain qui ne fait pas tellement la différence entre la prose et les vers. Je finance les restos du cœur dans le cadre de ma stratégie
de mécénat, de RSE. Ouais, le Resto du Cœur, c'est très bien, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec l'impact endogène de l'entreprise. Donc, c'est du mécénat, mais ce n'est pas de la RSE. Je fais du mécénat parce que j'embauche des collaborateurs en situation de handicap. Enfin, voilà, il y a beaucoup de confusion dans certaines entreprises, y compris dans les vocabulaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait posés, notamment pour ceux qui sont en train de se lancer dans ces stratégies. Ce qui est certain, c'est que la conscience est unanimement posée, qu'elle est là et qu'elle monte de plus en plus. Avec une volonté, avec les dispositifs d'entreprise à mission, de changement d'objet de l'entreprise, que l'agent économique qu'est l'entreprise contribue pleinement aux enjeux de la société. Et pas uniquement en créant des emplois ou pas uniquement en créant de la richesse, pas uniquement en développant des services. C'est le cas des annonces très récentes de plateformes d'engagement de gros groupes. En deux exemples, c'est l'engagement de la Maïf et du Crédit Mutuel, du groupe Crédit Mutuel. Le groupe Crédit Mutuel a décidé d'indexer sa stratégie d'engagement en fonction de son bénéfice. Donc, c'était une entreprise mutualiste, donc elle était déjà dans cet ADN, mais elle a décidé que sa création de richesse allait contribuer de façon volontaire et de façon très habile d'ailleurs, et à l'ensemble de ses parties prenantes et à la société. L'ensemble de ces parties prenantes, parce qu'ils ont une stratégie très volontaire, je ne veux pas parler en leur place, mais vis-à-vis de la redistribution des résultats de l'entreprise à leurs collaborateurs. Donc, c'est une vision du partage de richesse. Deuxième chose, vis-à-vis de leurs clients, qui sont des adhérents mutualistes. Donc, ça, c'est le modèle qu'ils défendent et qui est un modèle particulièrement intéressant. Et troisième, vis-à-vis de la société, avec la création du dividende social, 15% du bénéfice qui va à des actions qui vont de la RSE, c'est-à-dire rendre accessible leurs produits aux clients, jusqu'au mécénat avec la dotation très importante de la Fondation Crédit Mutuel, qui va devenir, par la même occasion, la première fondation d'entreprise de France. Ces exemples, ces grands exemples sont toujours des marqueurs de tendance sous-jacente que l'on voit vraiment émerger. En travaillant ces stratégies, on voit que l'évolution en matière de montant et en matière d'utilité stratégique pour l'entreprise du mécénat ou de la RSE est en train d'évoluer. Utilité stratégique et pas utilité de communication et pas utilité de visibilité. Il n'a jamais été prouvé. Il n'a jamais été prouvé que soutenir une cause sociale ou soutenir la recherche médicale fasse vendre un produit de plus. Et moi, intimement, j'ai la conviction que ça n'a pas d'énorme effet sur les ventes. Ceux qui arrivent avec ces convictions et qui pensent qu'ils vont compenser l'image négative de l'entreprise et produire du chiffre d'affaires supplémentaire grâce à cette stratégie, je pense, sont très ou naïfs ou très optimistes. Je ne crois pas que ça fasse ça. En revanche, aujourd'hui, ne pas le faire est négatif. Et prendre un risque pour l'entreprise, et prendre un risque au niveau de clientèle, au niveau réputation, au niveau des collaborateurs. Et je dirais que pour venir au croisement du RSA et de la RSA et de la RSE et du mécénat, pardon, je crois qu'il y a même une imbrication plus forte. Je dirais que la RSE est la condition du mécénat. Aujourd'hui, pour agir positivement, pour prétendre soutenir des causes d'intérêt général, pour prétendre contribuer de façon plus ou moins importante à un problème sociétal ou à la crise environnementale, il faut commencer par être relativement exemplaire, en tout cas au maximum vertueux chez soi. C'est vraiment une condition quand on travaille et quand on accompagne une entreprise sur la construction de sa fondation, on challenge les objets qui sont choisis au regard des pratiques de l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas vertueuse sur l'environnement ne pourra pas donner à des associations environnementales et prétendre qu'elle a une démarche vertueuse. Il y a même un risque pour elle réputationnel, c'est-à-dire si les choses se savent, il y a un risque vis-à-vis des bénéficiaires qui n'accepteront pas forcément qu'une entreprise qui se comporte mal les finance.
qu'il y a un risque de cohérence. Aujourd'hui, tout le monde est très vocal grâce aux réseaux sociaux, donc les choses se savent. Je crois que les deux choses sont imbriquées, mais en fait qu'il faut les utiliser à des formes différentes. La RSE pour transformer l'entreprise, la faire progresser dans sa stratégie, le mécénat pour projeter la collectivité, le collectif humain qu'est l'entreprise dans des valeurs et créer une trace qui va au-delà simplement du projet économique de l'entreprise. C'est aujourd'hui la demande des nouvelles générations qui nous pressent tous à agir, individus et acteurs économiques que sont les entreprises. Je pense que ces deux concepts, certes bornés par la loi, certes poussés par la contrainte, ont un grand avenir devant eux et j'espère, dernière chose, que les entreprises comprendront à quel point simplement bien faire ne suffit pas. En tant qu'individu, on le sait bien, aujourd'hui, simplement bien faire, simplement trier ses déchets ne suffit pas. Contribuer efficacement et de façon proactive aux changements qui sont devant nous seront absolument nécessaires. Et je crois que les entreprises qui auront cette attitude auront la préférence demain. Pardon, je recherchais mon mute. Merci Frédéric pour cet éclairage aussi qui nous permet aussi de plonger dans les façons d'aborder le sujet que vos différentes fondations abritées peuvent emprunter et on voit qu'ils sont variés. On voit que cela pose vraiment les contours aussi des problématiques opérationnelles et de choix de posture. Ce que je retiens peut-être à ce stade-là pour que éventuellement d'ailleurs on réponde à une ou deux des questions qui ont pu apparaître dans le chat, c'est que la RSE ne compense pas, le mécénat ne compense pas une RSE défaillante. C'est vraiment un point qui doit être brandi de façon très claire et nette. On n'est pas là dans le cadre d'une action de mécénat pour se substituer à des enjeux de responsabilité sociétale d'entreprise qui ne seraient pas dotés des ressources appropriées pour bien prévenir les risques, par exemple, hein, dans la dimension très gestion des risques que représentent beaucoup les exigences légales de RSE. On peut parler de la loi sur le devoir de vigilance, mais d'autres aussi. Ça pose également une question qui est évoquée dans le chat sur la place, par exemple, de l'information sur le mécénat. Est-ce que le rapport extra-financier annuel doit faire figurer les actions de mécénat ou pas? Est-ce que c'est sa place? Si ça n'est pas sa place, où ce sujet devrait-il être mentionné? On est vraiment là sur la dimension comment informer des actions de mécénat dans une reddition d'informations qui ne surfe pas sur la communication ou la publicité. C'est toute la délicatesse de l'exercice. Je pense qu'il n'y a pas de réponse appropriée à ce stade-là. Je peux juste vous faire observer une chose, c'est que tout récemment, un de nos adhérents, son rapport annuel en projet a été renvoyé par l'AMF avec une remarque exigeant de la part de l'entreprise de réduire la taille de ce rapport extra-financier pour aller vers plus de concision et de pertinence, et que le choix que l'entreprise a fait d'ailleurs pour faire une cure d'amaigrissement de son rapport, c'était de supprimer tous les développements dédiés au mécénat. Donc, ça nous donne aussi une idée assez intéressante de la pratique. Oui, les sujets de mécénat étaient dans le rapport annuel extra-financier. L'autorité de régulation sur le sujet exigeant de la pertinence et de la concision, la façon dont c'est interprété cette exigence, c'est je vais plutôt sacrifier les informations sur le mécénat. Ça nous donne encore une fois aussi une idée un petit peu des tendances aujourd'hui qui n'ont pas encore atterri de façon suffisamment cadrée sans doute. Ce que je vous propose peut-être maintenant à ce stade, Fatima, voulais-tu peut-être soulever un autre point dans les champs de questionnement que nous avons dans le chat? Alors, on a effectivement une question qui peut donner une réponse assez rapide, c'est celle de la taille de l'entreprise. Est-ce que ces sujets, alors, hop, en fonction de la taille, est-ce que les PME, TPE se saisissent du sujet de la même manière que les grandes entreprises? Est-ce que la prise de conscience se situe au même niveau ou on retrouve un décalage? Donc, il y avait cette question-là.
Peut-être une réponse rapide avant de passer à la table ronde. Alors, je peux peut-être m'essayer à une réponse et puis laisser libre cours à Frédéric aussi peut-être d'illustrer. Les exigences dont nous parlons, et notamment les plus récentes, celles issues de la loi Pacte, celles à venir avec l'Union européenne, visent des entreprises de taille de plus en plus modeste, si je puis dire. Le fameux article 1833.2 du Code civil issu de la loi Pacte, il vise toutes les sociétés, quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur taille. Et c'est cette fameuse exigence qu'évoquait Géraldine tout à l'heure, de gérer dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité. Ça, ce sont des exigences qui pèsent sur toutes les structures sociétaires, quel que soit le statut, quelle que soit la taille. C'est encore récent dans notre droit, ça date de 2019. C'est une vraie révolution quand même dans l'ADN de ce qu'est une entreprise à but lucratif. Donc évidemment, dans les usages, les choses vont évoluer, mais ça a un impact sur la manière dont les décisions de mécénat peuvent être faites, la façon d'informer sur le sujet. Et donc là, de ce point de vue, la taille de l'entreprise, elle importe en termes de ressources mobilisables et de niveau d'implication des salariés, etc. Mais dans les dispositifs et sur les fondamentaux, ils sont rigoureusement identiques aux fondamentaux qui pèsent sur les grands groupes. Donc là, c'est vraiment sur l'évolution des pratiques et l'expertise qui peut être déployée. Évidemment, les grandes entreprises ont des services et des équipes et des ressources humaines plus importantes. Néanmoins, sur les fondamentaux méthodologiques, les principes, la déontologie du mécénat, c'est la même qui s'applique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, il y a quand même une explosion qu'on constate sur les ETI. Donc, les PME sont de plus en plus donatrices, mais il faut dissocier dans l'ensemble des groupes et de la PME jusqu'à la société du CAC 40, la gouvernance aussi de l'entreprise, qui est un facteur déterminant. C'est-à-dire que les entreprises à gouvernance familiale ont souvent une vision plus long terme, plus ancrée sur des valeurs qui sont les valeurs de la famille qui doivent être transmises et un mécénat qui est traditionnel, souvent plus ancien et très différent. Les entreprises à actionnariat sont des entreprises qui ont une vision plus stratégique et plus réfléchie et dans lesquelles les systèmes de décision sur ces questions sont plus lents. Donc, il y a des attitudes très différentes. Quant aux PME, on est vraiment moins sur des communautés et les TPE, on est moins sur des communautés de personnes et des projets d'entreprise que des projets purement personnels. Sur les TPE, on les considère comme des dons particuliers qui sont versés dans le cadre de l'entreprise. Donc là, c'est quand l'entrepreneur a deux portefeuilles, mais qui sont très, très, très proches et qui sont proches de ses motivations individuelles et pas ses motivations de chef d'entreprise et de patron d'une communauté de personnes. Merci Frédéric. Et c'est vrai, sur ce sujet des PME d'ailleurs, c'est pour cette raison que Admical rencontre un certain succès avec son incubateur du mécénat collectif territorial qui a vocation à rassembler des entreprises de taille moyenne afin de mutualiser les ressources pour avoir plus d'impact sur le territoire. Je crois que Géraldine, avant de passer à la seconde séquence, je crois que Géraldine voulait intervenir. Géraldine, je vous en prie. Oui, merci Yann. Je voulais juste compléter votre réponse de tout à l'heure sur effectivement l'article 1833. C'est voulu comme un article du Code civil, donc appliqué à toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, quelle que soit leur taille. Et sur l'intérêt social, là-dessus, il n'y a aucun doute. Sur la question du reporting extra-financier, effectivement, ça baisse, effectivement, en termes d'exigences de taille, mais il y a quand même encore des exigences de taille, ce qui n'empêche pas, là je parle du reporting obligatoire, ce qui n'empêche pas évidemment les autres entreprises de faire ce reporting, même si elles n'y sont pas obligées. Et c'est vrai que le rapport annuel de gestion publié, c'est effectivement plutôt des grosses entreprises, mais il y a une tendance, en tout cas, à la généralisation. Mais il faut faire peut-être la différence entre l'obligation A et puis la volonté de. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure des sociétés à mission. C'est vrai que dans ce cadre-là aussi, les choses changent avec une volonté de transparence aussi et puis d'une politique globale en vertu, comment dire, avec une vraie vision de l'intérêt général qui doit être marquée. Voilà. Merci de ce point de précision, Géraldine. Alors, je propose maintenant de rentrer dans la seconde phase de ce webinaire avec les propos qui vont nous être rapportés et témoignages de trois acteurs qui sont dans trois positions assez différentes et complémentaires. C'est ça qui nous intéressait dans le principe de vous réunir d'ailleurs. On n'a même pas déterminé ensemble d'ailleurs qui parmi vous trois parlerait en premier
Je dirais que celle qui lève la main le premier peut prendre la parole en premier. Mais en tout cas, je vous rappelle de qui il s'agit. Donc, nous avons Mathieu Bardon, directeur de l'engagement citoyen du groupe ADP, Frédéric Lelouch, directrice du comité 21, et Raphaël Accard, directrice du développement du Palais de Tokyo. Est-ce que l'une d'entre vous deux, Frédéric ou Raphaël, vous souhaiteriez prendre la parole en premier? L'idée étant de vous interroger sur cette question un peu phare de notre webinaire de lancement, qui encore une fois a vocation à poser un peu les enjeux et à montrer les approches très différenciées qu'il peut y avoir du sujet, et de vous entendre sur quelle synergie pour quel risque à articuler les deux. Raphaël, j'ai l'impression que vous souhaiteriez prendre la parole en première. Je me porte volontiers Allez-y. candidate pour prendre la parole en premier. Bonjour à tous. Peut-être pour élargir tout de suite aussi dans cette question de l'interrogation des synergies vertueuses entre la RSE et le mécénat, poser tout de suite la condition des RSE. Et donc moi, de mon côté, en tant que porteuse de projet au sein du Palais de Tokyo, dire que dans le lien du mécénat, nous, on a aussi interrogé, et ça a été vertueux pour notre propre RSE au Palais, qu'on a conduit à travers un programme Palais durable, basé sur le lien à l'entreprise, leur expertise. Et c'est véritablement ça qui nous a permis de développer notre propre engagement. Peut-être je peux développer un peu là-dessus. Mais oui, merci volontiers, parce que l'approche de ce sujet par un porteur de projet aussi emblématique que le Palais de Tokyo est très utile, parce que je pense que ce n'est pas passé inaperçu, sans doute vous avez-vous croisé, mais l'avant-dernier numéro de Télérama avait en couverture le sujet du mécénat dans le monde de la culture. Il y a une vraie dynamique, on va dire, sur ce sujet qui pose vraiment les pieds dans le plat. Hein. Donc, avoir l'approche adoptée par le Palais de Tokyo sur ce sujet-là, je pense que c'est très précieuse. Donc, allez-y, Raphaël, je vous en prie, évoquez-nous un petit peu la manière dont le Palais de Tokyo appréhende cette problématique. Alors, nous, d'abord, on a créé ce programme Palais durable, qui vise à assurer la transition durable du Palais de Tokyo en faisant 3 constats. Le premier, il a été partagé lors de cette première partie, c'est qu'on est sorti du système de la danseuse du président. Et en l'occurrence, aujourd'hui, et toutes les parties prenantes du mécénat interrogent les liens et le corps, la raison d'être, si je puis dire, du lien partenarial, et que ce soit l'entreprise, l'institution et aussi le grand public. Voilà. Donc, on avait vraiment ce premier constat de sortir en fait d'une dynamique de mécénat pour pouvoir répondre aux attentes de chacun, qui consisterait à un logo sur une affiche et je caricature un peu une soirée champagne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les équipes du Palais, il y avait cette volonté d'assurer et de façon très significative une transition durable. Et on a un directeur de la RSE et de la communication au Palais de Tokyo qui a été nommé à cette même période. Mais globalement, dans les équipes, on a très peu de compétences. Et c'est partagé dans le secteur culturel. Hein. On a vu les résultats d'une association qui s'appelle Réveil Culture, une association étudiante qui a partagé des résultats qui sont assez significatifs, à savoir qu'il y a 20% des professionnels du secteur culturel qui sont capables de qualifier le sigle RSE. Et dans le même temps, on a 80% des professionnels du secteur qui ont envie d'être formés, envie d'acquérir des compétences. Bon. Donc, on a un modèle de mécénat où on a des nouvelles attentes. On a, nous, l'envie de faire une transition durable, de s'engager dans des enjeux RSE. Et puis, le Palais de Tokyo, depuis toujours, repose sur un lien très complice avec le secteur privé. On a un modèle économique qui repose à 60% sur nos ressources propres. Et les compétences, en fait, sont du côté de l'entreprise. Donc, on a créé un programme de mécénat inédit, ça fait 1 an et demi maintenant, en créant 2 familles de mécènes, l'une art et écologie, l'autre art et société. Et dans chacun des cercles, il y a un double apport qui est demandé à nos partenaires, d'une part financier. Si je prends l'exemple de Art et Écologie, pour nous aider et nous accompagner dans notre programmation qui viserait à sensibiliser aux vivants. Et de l'autre,
et de façon nécessaire un apport en compétences selon l'expertise de l'entreprise pour nous accompagner dans la transition durable du palais. Et donc, c'est comme ça, pour terminer sur les grandes lignes de ce programme, qu'on a un cabinet de conseil, Utopie, qui nous a fait notre bilan carbone et est en train de nous définir notre stratégie climat, que Guerlain nous aide sur notre biodiversité et à installer des ruches dans le palais de Tokyo, que l'entreprise EcoAdapt nous a fait un audit énergétique et nous a aidé à remplir nos besoins sur la plateforme opérable dans le cadre du décret tertiaire. Donc, on avance sur ces sujets, mais avec l'entreprise, qui elle-même aussi vient faire écho à travers ce type d'action, évidemment, à sa propre RSE, à travers ses mécénats. Voilà, pour les synergies entre mécénat et les RSE. Merci, Raphaël. Est-ce que vous vous orientez, est-ce que vous analysez les performances RSE de vos entreprises mécènes? Est-ce que vous y posez un regard particulier, par exemple? En fait, moi, c'est une question qu'on se pose avec qui on travaille quand on se pose la question du lien partenarial. Pour autant, moi, je n'ai pas la compétence pour aller juger les performances RSE de l'entreprise et je ne suis pas la police du bilan carbone de mes partenaires. Donc, en revanche, je suis garante absolument des modèles de partenariat que je propose et de ce qu'elles peuvent produire comme sens et comme résonance. Et donc, en ça, en tout cas, au Palais, ça, c'est un premier acte fondateur avec ce programme et nos actions vont continuer en ce sens. Il y a un point de vigilance. Si je ne surveille pas et je ne fais pas la police des actions de RSE des entreprises, on est très attentif au programme de mécénat qu'on propose. Merci, Raphaël. Frédéric ou Mathieu? C'est toi qui dis, Yann, c'est toi le… Eh bien, allez, on va faire parler un garçon maintenant. Mathieu. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous donner l'approche de cette problématique qu'est l'articulation RSE et mécénat pour Aéroports de Paris? Vous êtes directeur de l'engagement citoyen de cette grande entreprise. Ça signifie quelque chose et je pense que votre propos là-dessus va être très éclairant. Quelle synergie pour quel risque? Comment vous appréhendez cette dimension-là? À vous, Mathieu. Merci, Anne. Écoutez, déjà, bonjour à toutes et tous. Alors, en 2 mots, je vais juste vous raconter l'histoire de la direction de l'engagement citoyen pour que vous voyez un petit peu, puisque la création de cette direction est déjà un élément de réponse à la question. Puis ensuite, je vous donnerai un petit peu de nos 3 axes, nos 3 lignes de conduite qui, pour nous, sont indispensables pour justement maximiser les synergies et prévenir au maximum les risques. Donc, la direction de l'engagement citoyen a été créée, c'est une direction assez récente qui a été créée tout début 2019, qui est le fruit en fait d'un travail qui a débuté en 2015 avec la création d'une fondation d'entreprise. Donc, nous sommes sortis de l'égide Fondation de France et nous avons créé notre fondation d'entreprise. Et ça a été en fait la première pierre posée sur une restructuration, une refonte de la stratégie d'engagement de l'entreprise. On a commencé par une fondation parce que ça permettait, notamment pour l'appropriation au sein de l'entreprise auprès des salariés, d'être très clair, et également auprès des partenaires. Donc, on a choisi un axe qui était l'éducation, donc de la toute petite enfance et jusqu'au collège, on va dire, partant du postulat que nos emprises, nos aéroports se trouvent sur des territoires très jeunes et très pauvres, et que pour nous, le moyen d'action, le levier qui nous semblait le plus impactant pour contribuer à l'essor de ces territoires était d'agir au niveau de l'éducation. Donc, on est sur de l'engagement très long terme. Donc, il y avait la question qui était évoquée tout à l'heure par Frédéric, qui était est-ce que finalement les actions de mécénat vont augmenter les ventes, ou pour nous, en l'occurrence, la prise d'avion? Honnêtement, on ne raisonne pas du tout comme ça, et je pense que le lien est loin d'être aussi évident. Néanmoins, quand on contribue à l'essor d'un territoire en favorisant l'éducation d'une population, d'ici 10, 15, 20 ans, une partie de ces jeunes qui auront bénéficié de différents programmes portés par des partenaires pourront peut-être un jour être nos salariés, pourront peut-être être nos clients. Donc voilà, c'est extrêmement indirect. Donc il y aura peut-être un retour, mais bon, on verra ça et de toute façon, il sera très, très dur à quantifier. Donc ça, c'était la première étape. Et en parallèle, nous menions une deuxième étape qui était de réfléchir au mécénat d'entreprise.
puisque donc, dans les 3 attitudes qui étaient évoquées, nous avons résolument choisi une entreprise qui fait converger sa stratégie d'engagement, donc ce que nous appelons le mécénat groupe, avec l'action de la fondation. Et donc, nous avons recensé toutes les actions de mécénat qui étaient menées par le passé. Nous avons défini une stratégie pour l'avenir, puisque avant ça, nous avions des actions qui étaient un petit peu opportunistes, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'était juste qu'au gré des échanges, des rencontres et des opportunités, voilà, toute direction pouvait se saisir d'une action d'engagement. Et donc, nous avons souhaité faire converger toutes ces actions autour d'un même enjeu, qui se décline autour de 3 axes. Un axe territorial, bien évidemment, puisque les aéroports sont vraiment au cœur de leur territoire, et j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. On sait très bien qu'on génère beaucoup d'externalités positives et négatives. Et donc, l'enjeu de l'engagement, c'est de maximiser autant que possible les externalités positives. Et donc, le fruit de tout ce travail a été donc cette stratégie autour des territoires, de l'écosystème de l'aérien, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser le système aérien, le système de l'aérien, donc par exemple utiliser le brevet d'initiation aéronautique pour prévenir le décrochage de jeunes en leur faisant appliquer des connaissances qu'ils ont acquises dans leur scolarité à des cas très concrets. Et leur redonner confiance en eux. Donc voilà, comment on utilise l'aérien aussi au service de l'intérêt général. Et un 3e axe qui est l'engagement des collaborateurs, sur lequel voilà, je reviendrai un petit peu après. Mais donc, cette vision, finalement, c'était de se dire, on va inclure dans le business de l'entreprise une direction à part entière, qui est rattachée à la direction du développement durable, une direction à part entière pour que ces enjeux-là ne soient pas simplement gérés par une fondation qui, finalement, est très proche de l'entreprise, mais n'est pas l'entreprise. Donc, elle a ses propres enjeux, c'est son propre personnel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on est vraiment sur une direction qui est partie prenante à la définition, par exemple, de notre stratégie pluriannuelle à venir. Donc, on a pris des engagements vis-à-vis de nos actionnaires, y compris également vis-à-vis de nos collaborateurs, en incluant la dimension, par exemple, du nombre de jours d'engagement, puisque toute personne a 3 jours par an et même peut aller au-delà avec des missions de mécénat de compétences pour aller justement mener des actions d'intérêt général sur son temps de travail. Et donc, on a décidé nous-mêmes de nous incentiver sur ce point-là, voilà, pour inclure cette dimension dans la stratégie et que du coup, l'entreprise vraiment assume pleinement cette dimension. Donc, pour maintenant venir sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir risques et synergies. Donc, les risques, ils ont été extrêmement bien abordés, je trouve, dans la première partie. Donc, on a bien évidemment le risque de surexposition au titre de publicité, c'est-à-dire en gros mener une action d'intérêt général, mais qui en fait ne sert que l'image de l'entreprise. Donc, ça, bien évidemment, c'est un sujet primordial et honnêtement, la communication parcimonieuse, je pense que c'est absolument indispensable. Et c'est pour ça que voilà, on est assez... on essaye de limiter la communication à sa plus simple expression, sachant que la communication, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, notamment parce que ça va permettre aussi une émulation, ça va permettre... moi, je sais que je me nourris beaucoup quand je vois mes homologues dans d'autres entreprises et d'autres groupes, quand je vois les projets qu'ils mènent et qu'ils peuvent mettre en avant, ça peut être une source d'inspiration, ça peut permettre de créer du lien, de créer des synergies. Donc, il faut trouver le juste milieu, mettre le curseur au bon endroit entre l'information et la publicité, voilà, où clairement, là, on tombe dans le parrainage et ce n'est pas du tout l'idée. Donc, sur la communication, ça, c'est un premier point. Un second point, je l'évoquais, c'est qu'on a fait de l'engagement des collaborateurs une brique à part entière de notre stratégie, parce que pour nous, c'est un moyen d'embarquer les collaborateurs, de les sensibiliser au sujet de l'intérêt général et de toutes les formes qu'il peut recouvrir. Ça peut aller de l'environnement à l'emploi, en passant par l'intégration des populations en situation de handicap ou autre, l'égalité. Tous ces sujets-là, en fait, le mécénat d'entreprise va permettre de les mettre en avant autour d'actions concrètes qui vont être menées par les collaborateurs, que ce soit individuellement ou dans le cadre d'actions collectives. Et ça permet d'aborder ces sujets-là, non pas avec du descendant, un mail à tous en disant à quel point c'est important de préserver l'environnement, mais avec des actions concrètes, des fresques du climat, des opérations avec l'ONF, des relevés de biodiversité sur nos emprises, des choses très concrètes. Et ça, cette porte d'entrée, on voit vraiment l'engouement que ça crée. Et ça fait que les collaborateurs, du coup, déjà sont fiers d'appartenir à une entreprise qui leur permet de mener ce type d'action, mais également, du coup, voilà, reprennent à leur compte ces grands enjeux et vont souvent bien au-delà de ce qu'on leur propose. Nous avons ensuite la professionnalisation de la pratique. Alors, la création d'une direction, ce n'est pas anodin, hein, c'est quand même beaucoup de ressources et on a beaucoup de chance d'avoir pu mobiliser des ressources. Pour garantir le fait que nos actions de mécénat ont un vrai impact
pour garantir l'éthique, pour garantir la conformité à notre stratégie, ça passe par en fait, la mise en place de procédures, par une instruction systématique de tous les dossiers, par un screening éthique fait par une plateforme systématique de tous nos partenariats. Donc voilà, on a des garde-fous qu'on s'est fixés nous-mêmes et on porte une très grande attention à tout ça. Donc le mécénat, il doit absolument être responsable et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il n'y a pas de secret, ça demande beaucoup de ressources. C'est là où du coup, il faut aussi en tenir compte selon la taille de l'entreprise. L'usage des contreparties a également été évoqué en tant que source de risque. Et c'est vrai, notamment dans le mécénat culturel, ça fait partie des opérations de mécénat dans lesquelles on peut avoir des contreparties matérielles. Alors nous, déjà, on en a finalement assez peu de contreparties. Ce n'est pas quelque chose que l'on va spécialement rechercher. Néanmoins, quand on a des contreparties, généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les réemployer dans le cadre de partenariats. Donc, par exemple, si nous avons des places pour accéder à des spectacles ou à de la médiation culturelle, nous allons les mettre à disposition de partenaires qui travaillent auprès de jeunes éloignés de ce type d'événements culturels, par exemple. Ou encore quand nous finançons, quand nous donnons un petit coup de main dans le cadre du financement d'un film sur l'illettrisme salarié, nous demandons de mettre à l'honneur notre partenaire Stop Illettrisme plutôt que notre fondation, parce que ce n'est pas l'enjeu. Et on préfère que ce soit un partenaire du domaine qui reçoit finalement cette visibilité plutôt que nous. Donc l'usage des contreparties également fait partie de l'engagement. Et pour finir, je dirais que c'est à la fois une chance et pour moi un prérequis pour avoir vraiment une stratégie de mécénat et de RSE alignée et qui soit vraiment conforme à l'intérêt général, c'est d'avoir une gouvernance impliquée. On a la chance d'avoir un président directeur général qui était à l'origine de la restructuration de cette stratégie d'engagement, qui nous a suivis, qui lui-même fait preuve d'exemplarité en s'engageant à titre personnel. Et ça, c'est extrêmement important parce que voilà, dans une entreprise, il ne faut pas se leurrer. Le top management a vraiment un pouvoir très fort. Et donc, ça participe à cette démarche et à faire en sorte que les synergies restent ce qu'on tire du mécénat en limitant au maximum les risques qui existent bien évidemment, mais qui doivent être pris en compte et gérés comme tous les risques dans une entreprise d'ailleurs. Merci, cher Mathieu. Les risques, ils sont bien identifiés. Là, je crois qu'ils sont assez précis avec les illustrations que vous venez d'adopter, Mathieu. Et on entend bien les messages. Communication parcimonieuse, information et communication, ça aussi, c'est vrai, une vraie distinction entre l'information et la communication. On voit bien la nuance qui peut nous amener, si on glisse un peu trop vers la communication, vers la publicité et donc le parrainage. Et là, on sort complètement hors du scope du mécénat. Et donc ça, vous l'illustrez de façon très concrète, je crois. Donc la surexposition en termes de communication, on a bien entendu, c'est justement pas du tout comme ça que vous appréhendez le sujet. Par contre, vous l'appréhendez, je pense que ça fait une bonne transition avec l'intervention de Frédéric. Je rappelle par ailleurs que vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a un temps d'échange après où on va justement les faire remonter aux intervenants. Mais je propose qu'on passe à Frédéric Lelouch pour l'entendre et notamment, Frédéric, vous aborderez tel que vous le souhaitiez évidemment l'angle, mais il y a un point assez prégnant qui a été évoqué par Mathieu Bardon, c'est l'implication des salariés via l'intéressement. Et ça, c'est une dimension sur laquelle je suis sûr que vous avez moyen de réagir là-dessus. Mais Frédéric, de manière générale, cette fameuse question, quelle synergie pour quel risque à ce phénomène d'articulation entre la RSE et le mécénat d'entreprise, on aimerait bien vous entendre, non seulement avec votre casquette Comité 21, mais aussi vos expériences passées qui vous donnent un recul assez fort sur le sujet. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous et je suis ravie d'être là avec vous pour discuter d'un sujet passionnant. Alors moi je suis à la direction du Comité 21 qui est une association multipartie prenante qui rassemble entreprises, associations, collectivités, universités et citoyens, qui est un centre de ressources et puis un centre de formation et d'accompagnement. Et auparavant, j'ai présidé la plateforme nationale pour la RSE,
Et je dois dire que le mécénat n'est pas un angle mort de la RSE, mais peut-être un angle flou. Voilà, c'est pas au cœur des préoccupations des acteurs que j'ai pu accompagner, côtoyer. Donc, c'est un sujet vraiment important. Mécénat et RSE, c'est un sujet qui réunit nos deux organisations, Comité 21 et Admical, depuis près de 10 ans, avec des formations qui ont été coportées et puis un rapport dont il a été question donc en 2018, l'entreprise engagée, nouvelles frontières de la RSE et du mécénat. Alors, beaucoup de choses peuvent opposer mécénat et RSE, Frédéric Terry l'a dit, l'un endogène, l'autre exogène. On l'a vu à travers les différents exemples cités parmi les panélistes. C'est souvent pas les mêmes directions au sein de l'entreprise, donc pas les mêmes personnes, pas les mêmes spécialités, à part l'exemple d'ADP qui montre un travail d'intégration, etc. Mais bien souvent, il s'agit de directions un peu dissociées ou même dissocier vraiment. C'est pas les mêmes règles du jeu, un désintéressement d'un côté, de l'autre partie intégrante de la stratégie, de la gestion de l'entreprise, avec, on l'a vu, une structuration, un renforcement au fil du temps des obligations de reporting, pas la même temporalité, et on le voit, plus les entreprises sont grandes, plus le risque de compartimenter est grand, avec ces fameux silos de l'entreprise qui sont à la fois gages de voilà, une vraie professionnalisation des fonctions et de suivi, mais du coup, un sujet de la cohérence et de la continuité des politiques. Donc, on pourrait se satisfaire de cette distinction, sauf que dans les deux cas, on parle de l'engagement de l'entreprise. Dans les deux cas, pour des personnes qui ne sont pas aussi techniciennes que les personnes autour de ce panel, on ne sait pas ce qui appartient au mécénat, ce qui appartient à la RSE, quand on ne connaît pas techniquement, et donc ça crée du flou, le fait qu'il y ait des frontières pas si claires, et ça peut être perçu comme un manque de cohérence dans la politique de l'entreprise, un manque du coup de sincérité, d'engagement de l'entreprise, et donc vous me voyez venir, un risque de greenwashing, un vrai risque d'image pour l'entreprise. Dans les deux cas, en fait, le sujet qui est le sujet commun, c'est celui de la responsabilité de l'entreprise. Alors, pas au sens compliance du terme, pas au sens taxonomie, CSRD, devoir de vigilance, etc., etc. La responsabilité au sens de quoi l'entreprise répond, au sens du mot latin respondere, de quoi l'entreprise rend compte. Et là, il est très important de se poser la question des liens et des complémentarités entre les deux exercices, parce que sinon, et je vais reciter Frédéric Terry dans son introduction au rapport de 2018, qui pointait un risque d'un intérêt général à deux vitesses qui serait départagé par un critère de lucrativité. Donc, si on se pose la question des liens et des complémentarités, et je pointais le sujet du rendu de compte, de la redevabilité, ça pointe le sujet qui a été abordé par un certain nombre d'entre vous. Est-ce que l'entreprise informe? Est-ce que l'entreprise communique? Est-ce que les rapports de RSE sont un produit de communication ou d'information sur les activités? Qu'en est-il des rapports sur la politique de mécénat? L'exemple cité par Yann Keinec sur la cure d'amaigrissement d'un rapport RSE dont on a supprimé la mention du mécénat est intéressante. Ça pose la question de à qui on rend compte. Qui sont les destinataires des deux exercices? Est-ce que c'est les actionnaires? Est-ce que c'est les salariés? Effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans mes précédentes fonctions sur la problématique des salariés en tant que partie prenante, pas comme les autres, et donc partie constituante des entreprises, les parties prenantes au sens large. Est-ce qu'on est dans un cadre français? Est-ce qu'on est pour les entreprises de taille internationale, est-ce qu'on se situe dans toute la chaîne de valeur, et comment on rend compte? Donc, poser la question des destinataires, c'est poser la question du qui, et donc des parties prenantes de l'entreprise, et comment on dialogue avec elles. Et là, pour le coup, dans les deux cas, côté RSE et côté mécénat, il y a encore du chemin à parcourir. Alors, beaucoup a été fait, le terrain a été pas mal balisé côté entreprise sur le dialogue parties prenantes. La norme ISO 26000 y invite. Il y a des textes comme la loi sur le devoir de vigilance qui dit que les plans de vigilance donc, auxquels sont soumis les entreprises de grande taille, mais c'est en train de se développer avec la directive européenne
en préparation, donc élabore un plan de vigilance en concertation avec en association avec les parties prenantes, pardon. Et donc, de plus en plus, il y a cette invitation à la consultation des parties prenantes. Le rapport Nota-Sénard invitait aussi les comités de parties prenantes à nourrir en fait la stratégie des entreprises. Il a été beaucoup question de la loi Pacte et notamment de l'article 1835, les entreprises à mission, avec la création d'un nouvel organe, le comité de mission, composé de parties prenantes de l'entreprise. Et donc, le sujet du dialogue partie prenante est clé, il est structurant dans la politique de RSE. Il y a encore du chemin à parcourir parce que c'est un exercice qui est encore peu balisé et il y a, il y a encore pas mal de travaux à renforcer pour une confiance mutuelle, parce qu'on a aussi un risque de polarisation des acteurs, etc., autour de ce dialogue. Et donc, voilà, d'un côté, côté entreprise, côté direction RSE, un rapport avec les parties prenantes à, à nourrir et à renforcer. Côté mécénat, la notion de désintéressement peut rendre l'action, et je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a un potentiel, peut rendre l'action un peu unilatérale et du coup peu concertée. Donc, c'est largement pas toujours le cas. Et il y a un certain nombre de politiques qui se fait dans la concertation avec les acteurs du territoire et c'est extrêmement pertinent. Mais comme c'est moins normalisé, il y a un risque que ce soit moins le cas, même si c'est important de garder cette notion de liberté, de désintéressement propre au mécénat. Mais simplement pour dire, voilà, ce chemin de progrès autour de renforcer le dialogue avec les acteurs, avec les parties prenantes, avec les territoires. Il y a beaucoup de choses qui séparent mécénat et RSE dans les pratiques. Et ça a été dit, le mécénat ne peut pas se substituer à une politique de RSE. Pour autant, une articulation, une meilleure connaissance mutuelle est nécessaire à mon sens. C'est le sujet de l'impact de l'entreprise. Au-delà de tel texte et de telle obligation, en fait, c'est le sujet de l'empreinte de l'entreprise, sa contribution à la société. C'est le fameux article 1833 dont il a été question. Ça pose la question des référentiels communs, de méthodes d'évaluation communes. Il y a beaucoup de débats, de travaux sur l'impact en ce moment. La plateforme RSE a publié il y a quelques semaines des recommandations sur la question de l'impact et ce débat doit continuer à exister pour avoir des indicateurs, des méthodes de suivi qui permettent de véritablement évaluer les politiques, qu'elles soient de RSE ou de mécénat. Et il faut des outils qui soient de nature à sortir des silos, donc qui sont un peu un des écueils des pratiques, des outils qui soient de nature un peu systémique. Et là, je pense aux objectifs de développement durable, aux fameux ODD, qui sont un peu une grille de lecture universelle, un peu systémique, qui gagnerait à être plus connue, qui gagnerait à être plus utilisée. Et là, c'est valable côté RSE comme côté mécénat, en faisant pas seulement de l'ODD picking, comme c'est un peu le cas, c'est-à-dire on sélectionne les ODD qui nous vont bien parce que ça nous arrange et qu'on a des choses à dire, mais un vrai exercice de redevabilité autour des fameux 17 ODD. Et puis, dernier point, dernière recommandation, peut-être pour un meilleure cohérence, complémentarité des exercices. Moi, je crois beaucoup au dialogue, c'est ce qui m'anime depuis toujours, et donc des temps de dialogue, des temps de présentation au sein des entreprises, des temps collectifs. Je n'ai pas de préconisation figée parce que la méthode est à définir en fonction de chaque culture et chaque réalité d'organisation. Mais ces temps-là permettent de créer du lien, permettent de voir des synergies. Je vois trop de sociétés où il y a une raison d'être qui ne sont pas connues par les collaborateurs, qui seraient pourtant fiers de pouvoir s'y référer et qui tout simplement n'ont jamais été informés ou pas suffisamment. Donc, il y a certainement beaucoup encore de chemin à parcourir pour renforcer un peu
en fait, le sens aussi au travail qui est beaucoup recherché par les collaborateurs de plus en plus et des temps collectifs de restitution des engagements de diverses natures et de nature à fédérer un collectif et peut être vraiment source de sens et de motivation des collaborateurs. J'avais envie de finir par cette touche optimiste. Merci Frédéric. Et je pense qu'on a quelques questions dans le chat qui nous permettent, et j'ai bien noté votre expression sur la RSE. Pendant des années, on a parlé de droit mou, ensuite de droit souple, maintenant de droit dur. Et le mécénat serait un angle flou de la RSE. J'aime bien la façon dont ça peut aussi être... la métaphore est plutôt assez à droite. Est-ce que dans le fil de discussion, nous aurions, il y a un souhait d'avoir quelques exemples concrets, par exemple. Alors, Mathieu, typiquement, est-ce que vous pourriez nous décrire une situation où là, mais c'est un no-go absolu en termes d'action de mécénat, vous êtes approché et vous passez... parce que vous avez une équipe justement qui mêle les dimensions RSE et mécénat, on l'a bien compris, c'est intégré. Est-ce qu'il y a une circonstance concrète que vous pourriez nous décrire rapidement qui fait que là, vous n'y allez pas parce qu'on n'est pas dans des clous? Et je rappelle encore une fois d'ailleurs que du côté d'Admical, il y a cette nouvelle charte de déontologie du mécénat qui a été ravivée et remise à jour depuis novembre dernier, dont la campagne de signature est amorcée en ce moment même et qui évoque une exigence d'information sur les actions de mécénat de la part des entreprises. Mais voilà, pardon de faire cette petite incise, mais Mathieu, je voudrais bien vous entendre sur un exemple illustré d'un cas de figure compliqué. Oui, alors je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, donc je vais non, tout brièvement. ça. J'ai deux exemples qui me viennent en tête assez simples. Alors, j'évoquais le screening que l'on fait. Alors, l'outil, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat, je me suis permis d'y répondre. Notre outil s'appelle Adit. Et donc, nous avions comme ça une action, c'était au plus fort du Covid, notamment en Inde, quand ça a été vraiment le pic et que c'était absolument catastrophique. Donc, nous agissons autour de nos plateformes à la fois en France, mais également à l'international. Et donc, il arrive que nous prêtions main forte pour des causes humanitaires. Et dans ce cadre-là, nous devions financer et envoyer un concentrateur d'oxygène. Là, on parlait vraiment de sauver des vies. Et donc, on a pu être tenté de bypasser un petit peu la procédure pour aller très vite. Voilà, bon, on essayait d'aller sur le plus vite possible. Mais on a quand même fait notre screening qui est revenu rouge. Rouge parce qu'en fait, l'un des acteurs qui était chargé ensuite sur place dans le projet initial qui nous avait été présenté de répartir les 10 concentrateurs d'oxygène, on parle quand même de 75 000 € la pièce, hein, donc on est sur... Voilà. En fait, faisait l'objet d'un procès, enfin, on va dire que la gouvernance faisait l'objet d'un procès pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêt, enfin des choses comme ça. Et donc, on a alerté notre partenaire en lui indiquant que voilà, ce screening est revenu rouge et que ça, pour nous, ce n'était pas possible. Et ça a eu pour effet de trouver une solution alternative dans laquelle des garanties ont été prises, que cet acteur-là, du coup, aurait simplement un rôle consultatif, mais aucun pouvoir de décision. Donc ça, par exemple, ça peut être un no-go direct. Donc, bien évidemment, l'éthique. Tout ça est très lié, hein, mais pour garantir le mécénat, il faut absolument adosser ça à des notions d'éthique très, très strictes. Un deuxième cas qui est un petit peu moins facile, mais c'était un projet dans lequel on était bien engagé. Honnêtement, on était à deux doigts de conclure un partenariat. Alors, c'était un partenariat culturel autour d'un lieu qui était librement accessible au public. Et le projet qui nous était proposé avait une dimension internationale qui nous permettait de faire le lien avec le Chili, en gros, avec un autre de nos aéroports. On trouvait ça très intéressant. Ça permettait de faire une opération sur les deux territoires. C'était top. Sauf qu'on s'est rendu compte en faisant une recherche dans la presse qu'en fait, il y avait eu une démission de tout le board du partenaire, puis une démission consécutive de la personne qui avait remplacé, parce qu'en fait, ils s'insurgeaient contre précisément ce développement-là du projet, qui venait en fait, selon eux, trahir l'esprit originel, qui du coup, de manière indirecte, fermait un petit peu au public l'exposition. Enfin bref, en gros, on s'est aperçu de ça. Et donc là, bien évidemment, ça c'est un no-go direct.
puisque voilà, en gros, on n'était plus du tout dans notre mission d'intérêt, enfin, on n'allait plus satisfaire l'intérêt général. Donc voilà, on va dire que les no-go directs, c'est ça tient à la confiance qu'on peut accorder au projet. C'est pour ça que l'une vraiment des bonnes pratiques qui, pour nous, est absolument indispensable, c'est d'aller voir sur site. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vrai en France et à l'international. Il y a systématiquement des rencontres. On va aller sur le terrain pour rencontrer les bénéficiaires, rencontrer les partenaires. Et voilà, donc ça, ce sont des no-go directs. Merci de ces illustrations. Et on voit là que les ressources techniques ou humaines au sein d'une équipe qui peuvent être dédiées, par exemple, à des sujets de vigilance, en exerçant ces vigilances, ont un impact sur les décisions de mécénat. Pour éviter de tomber dans des décisions de mécénat qui iraient à l'encontre des exigences, notamment de déontologie. Est-ce qu'il y aurait un autre point soulevé? Moi, j'ai entendu la notion, et on a plein de notions clés, on pourrait en faire des thèses entières sur chacune d'elles individuellement, mais là, l'idée de ce webinaire, c'était justement de poser un petit peu le panorama. Les actionnaires dans tout ça. Alors, on a parlé des salariés, très important, et puis on n'est pas rentré dans le détail, mais on sait bien que le mécénat de compétences est un levier encore sous-exploité et qui a un grand avenir devant lui. Somme toute, quoi qu'il arrive avec cette fameuse loi sur les retraites, c'est la loi aussi du travail des seniors et le fait que le mécénat de compétences soit si peu évoqué dans ce débat peut interroger d'ailleurs, alors que c'est sans doute une piste. Les actionnaires dans tout ça, est-ce que peut-être Frédéric Terret, je ne sais pas si de votre stand d'observation extrêmement 360 degrés, vous voyez un intérêt de plus en plus marqué ou pas de la part des actionnaires ou une manière pour les actionnaires d'être sollicités dans les décisions de mécénat. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce point rapidement? Parce que c'est vrai qu'on approche de la fin et j'aimerais peut-être entendre un dernier mot de chacun des panélistes. Là ça dépend aussi de la structure de l'actionnariat de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une question. Parfois, dans les entreprises familiales, on a vraiment une volonté on est soit sans une volonté descendante, l'actionnariat familial qui a envie de monter un projet, d'exprimer les valeurs et d'exprimer les valeurs de l'entreprise un petit peu différemment, soit c'est une volonté montante, c'est-à-dire c'est le comité exécutif qui réfléchit à la stratégie de positionnement et qui doit en informer ses actionnaires. Or, aujourd'hui, la relation avec certains actionnaires, c'est la relation par le dividende et par le résultat. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre que distribuer une part du bénéfice, voilà, ou une part de la capacité d'investissement de l'entreprise à ses actions, ça peut être très transformatif. On a fait des études justement sur l'impact sur l'impact de ces actions de mécénat et de RSE sur le cours de la bourse. Ça nous a été demandé. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites de par le monde là-dessus. En substance, je ne vous fais pas toute l'étude, mais la réponse, c'est ça n'a pas d'effet ou ça a un effet légèrement positif. En tout cas, si vous annoncez en tant qu'entreprise et vous dire rassurez vos actionnaires, le cours de la bourse ne s'écroulera pas parce que vous faites un don. Merci, c'est bon de le rappeler. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je vois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver que je vais juste balayer. L'historique de la conversation. Alors oui, ça, je laisse l'équipe peut-être mettre la réponse de Mathieu sur un des sujets qui était soulevé. Sur les pistes pour les mesures d'impact, je peux juste peut-être dire rapidement que la notion de mesure d'impact, on sait très bien qu'elle est au centre de tellement d'enjeux en ce moment que tout le monde cherche le Graal sur le sujet. Peut-être vous glisser en guise de réponse à Laura Kosmenzov que l'Institut Admical dispense des formations, et il y en a une notamment qui est dédiée à la mesure de l'impact du côté des porteurs de projets, tant que du côté des mécènes que des porteurs de projets. Yann, il y a peut-être une question qui serait intéressante à poser là tout de suite et peut-être Raphaël Accart et Frédéric pourraient répondre. Est-ce que justement ces synergies RSE mécénat impliquent une modification des relations côté porteur de projet, notamment de la recherche de financement côté porteur de projet? Est-ce qu'il faut désormais aller solliciter des responsables RSE et ne pas directement passer par les fondations? C'est des questions qui sont beaucoup revenues. Donc, on se positionne maintenant un peu du côté de ceux qui recherchent justement le mécénat. Est-ce que ces synergies vont impliquer des changements?
Peut-être rapidement, oui, c'est vrai que ça. Alors, en l'occurrence, d'autant plus avec le programme que nous, on a mis en place, Palais Durable, on a élargi le champ de nos interlocuteurs et désormais, on échange aussi avec les directeurs RSE des entreprises, mais notamment sur le volet expertise et mécénat de compétences qu'on sollicite, nous, beaucoup. Merci Raphaël. Sur ces sujets, par ailleurs, il y a Patrick Dumière, cher Patrick, qui est aussi dans le public, qui posait une question. Enfin, il y a beaucoup de points qu'on peut aborder, mais là, très brièvement, peut-être une question d'ensemble. La notion de commun, qui est aujourd'hui un peu transversale aussi, qu'on voit partout et qui est tellement légitime, qui réinterroge tellement de choses. Est-ce que, quand on est un acteur du mécénat, alors ça peut être tant porteur de projet que mécène, hein, elle a on l'appréhende d'une manière ou d'une autre, cette notion de bien commun, parce que évidemment, là, on touche le cœur du sujet de l'intérêt général. Est-ce que quelqu'un pourrait dire un mot sur le sujet? En tout cas, c'est clairement un sujet que l'on entend par ailleurs aborder à travers les travaux à venir dans le cadre de l'Open Lab. Frédéric, Mathieu, Raphaël, Frédéric, auriez-vous un mot à dire sur cette notion de commun, la manière dont elle peut impacter le sujet qu'on évoque aujourd'hui? La question étant tellement vaste, c'est la colle de fin de webinaire, ça. C'est un grand classique. Moi, je veux bien me lancer sur le… Vas-y, Frédéric. Effectivement, c'est tout ce qui est de nature à définir du cap, du sens partagé et du coup qui va susciter des temps collectifs du dialogue et à privilégier. Donc voilà, après moi, je n'ai pas de préconisation, enfin, comme je vous disais, hein, je pense que chaque organisation, chaque entreprise doit définir un peu ses modalités, son cercle de concertation, etc. Je ne pense pas qu'on puisse imposer une méthode. En fait, c'était un peu ça mon idée. Mais en tout cas, essayer de voir tout ce qui peut sortir des silos et des exercices, des figures imposées de chaque spécialité est à privilégier. Ça suppose de prendre du temps. Ça suppose, c'est la question des moyens qui a été pointé tout à l'heure, ça veut dire sortir de ces zones de confort et de ces routines, mais c'est peut-être des rendez-vous engagement de l'entreprise où se discute l'engagement et ses traductions RSE et l'engagement qui se décline dans la politique de mécénat. Et si je peux juste citer l'exemple des entreprises qui nous ont soutenus pendant le confinement. Le confinement a réinterrogé le rapport à l'entreprise. On travaille sur les communs, hein, c'est un gros programme à la Fondation de France d'action. Mais le confinement a redéfini ce qu'était l'entreprise. C'était le début du télétravail. C'était l'oisiveté pour certaines entreprises. Et du coup, l'engagement et le fait que l'entreprise ait un objet solidaire qui se déployait, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont soutenus. On a eu 1500 entreprises qui se sont mobilisées à nos côtés pendant le Covid. Ça, c'était un point très important et derrière, ça a déclenché des mécanismes d'engagement plus forts. C'est-à-dire que l'entreprise a touché du doigt, en fait, qu'elle n'était pas qu'un agent économique et qu'elle n'entretenait pas avec ses collaborateurs et ses collaborateurs entre eux qu'un rapport commercial et marchand. C'est-à-dire, je vais dans l'entreprise, je travaille en échange d'un salaire. C'était beaucoup plus. Donc, la méthode des communs et cette réflexion peut être une façon de réfléchir au sein de l'entreprise à ce que ça signifie de faire partie d'un corps économique constitué et d'apporter une contribution qui doit aller au-delà d'une simple contribution économique. Merci Frédéric. Je pense qu'on peut… alors, que de pistes à explorer, comme indique Delphine dans le chat. Oui, en effet, c'était tout l'enjeu de cet Open Lab. C'est l'enjeu de cet Open Lab qui commence à partir d'aujourd'hui, avec des travaux à venir justement dans les prochains mois. On vous invitera, pour celles et ceux qui souhaiteraient y contribuer ou y participer, à répondre à un petit questionnaire en toute fin. Moi, je tiendrai juste à remercier tous nos panélistes pour ces échanges. Il s'agissait de poser un peu un panorama des dimensions. On le voit qu'elles sont très pluridimensionnelles. On voit bien des frontières, on voit d'énormes zones d'interaction.
on voit les dangers. Pour information, il y aura un dossier que nous préparons dans une revue de droit des affaires de référence qui, sur les aspects juridiques, rentrera dans un degré de technique assez fort, en droit des sociétés notamment, mais les travaux à venir seront amenés aussi à questionner, et c'est ce que nous vous reviendrons dans les prochaines semaines sur ces sujets-là, pour aboutir à des éclairages inspirants, éclairants, mettre des points sur les i, dresser des frontières. Et c'est tout l'objet des prochaines étapes de cet Open Lab. Et on vous remercie d'être restés si nombreux jusqu'à maintenant. Fatima, je te donne la parole pour le mot de la fin et peut-être annoncer les prochaines séquences. Tout à fait, c'est un vaste sujet. Et donc, pour aller plus loin, pour ceux qui le souhaitent, sachez que nous avons une formation dédiée mécénat et RSE Quelle Synergie en partenariat avec Equanity, donc qui pourra vous permettre d'avoir les spécificités, les complémentarités, d'identifier des véritables leviers pour déployer cette stratégie au sein de votre structure. Et les prochains événements qui seront ouverts à tous se feront en région. Donc on a démarré un cycle de restitution régionale de notre baromètre 2022 et donc la prochaine aura lieu le 4 avril à Marseille. Vous pouvez encore vous inscrire si vous êtes dans la région et le 4 mai le soir à Lyon pour avoir les chiffres de la région et échanger avec les acteurs engagés de ces deux régions. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On en est navré, mais on reviendra vers vous sur un certain nombre d'autres sujets. Un replay, un compte-rendu sera envoyé dans les prochains documents. Et n'hésitez pas également à répondre aux petits questionnaires qu'on va vous diffuser pour nous aider à nous améliorer pour nos prochains événements. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et merci à nos intervenants. Merci. Oui. Et à vous. À bientôt.